Bon, je propose qu'on y aille et puis effectivement, certains nous rejoignent un peu en cours de route en espérant qu'ils arrivent à prendre le train en marche sur cette session qui est dédiée aux statistiques en recherche et donc qui est animée par Pierre-Emmanuel Michel, qui est psychiatre au Sésame. Et tu m'arrêtes si je me trompe, tu as un master 2 de stats. C'est ça, Voilà. master Et 2 de statistique et méthodologie en recherche en santé. que tu as fait où? C'est le même que peut-être Docteur Roblet, non? J'ai fait celui de Bruno Falissard qui est, alors je sais plus quelle fac c'est, mais C'est le même. bon, C'est le même. ouais, écoute, je parle sous contrôle alors. J'espère que, que je dirai pas trop de bêtises. Pas de Eh souci. ben, on te laisse la parole du coup. Très bien, bah, merci. Alors déjà, désolé pour, je mets pas ma caméra parce qu'en fait j'ai dû squatter le bureau de quelqu'un d'autre pour avoir un micro et j'arrive pas à allumer la webcam. Donc bon, tant pis. Bah, merci Marion et Romain d'organiser aujourd'hui le cours. Et puis merci à ceux et celles qui sont là. Euh, Vraiment, le cours que j'ai préparé, il est pas très long. Il a vraiment pas pour objectif de vous donner des formules ou euh, des, des, des stratégies toutes faites ou quoi que ce soit. J'ai vraiment axé sur la compréhension de ce qu'on fait, sur l'intérêt même des statistiques et pourquoi est-ce qu'on a les usages qu'on a actuellement dans la méthodologie et qu'est-ce qui, pourquoi c'est important, qu'est-ce qui est à critiquer et ainsi de suite. C'est vraiment ça que j'ai visé. Donc là, comme je l'ai écrit, dans l'optique que ça vous aide à un peu mieux comprendre ce que font les articles, ou ce qu'ils font bien ou pas d'ailleurs, de mieux comprendre aussi ce que peuvent vous raconter les statisticiens. Et si jamais vous voulez monter des études, si vous avez des projets, d'avoir un peu une compréhension de quels outils sont nécessaires à quel moment. Je vous ai pas fait une liste exacte sur selon le test, on fait plutôt un qui deux, un machin, un truc, parce que ça, pour le coup, il y a des statisticiens pour vous expliquer, il y a tout en ligne, mais j'ai vraiment axé sur une tentative d'explication. Euh, N'hésitez pas si vous avez des questions au fur et à mesure. Donc là, j'ai pas le chat qui s'affiche parce que je vous passe les slides sur mon ordinateur. Mais par contre, n'hésitez pas à écrire. Romain et Marion pourront toujours me le faire remonter, voire à prendre la parole. Moi, ça me pose aucun problème. Si ça peut être interactif, c'est pas mal non plus. Euh, donc voilà. Donc les statistiques, pourquoi est-ce qu'on a des statistiques? Ça a été un développement qui est arrivé relativement récemment, on va dire, dans l'histoire de la médecine, parce que le grand nom du 19e, Claude Bernard, lui, était assez convaincu que les statistiques ne serviraient jamais à rien en médecine. Selon lui, et puis tous les élèves qu'il a pu avoir, et il a eu beaucoup d'influence, c'était la compréhension physiopathologique qui permettait de trouver un traitement. Selon lui, une fois qu'on aurait compris toutes les maladies, on saurait tout traiter et il n'y aurait plus de problème. La réalité a montré qu'il avait tort, en tout cas tort pour certaines choses. On a pu comprendre certaines maladies, ça a pu nous aider hein, sur certaines chirurgies, pour certaines affections, mais malheureusement, il y a plein de choses qu'on n'a pas réussi à démontrer ou même à comprendre. Et donc, sont arrivées dans un second temps les statistiques. Mais au final, pourquoi? Pourquoi est-ce que les gens sont allés chercher les statistiques? Parce que quand on voit un patient, on se pose toujours la question du diagnostic, et une fois qu'on a trouvé le diagnostic, en fait, on se pose celle du traitement. Et toute la question, c'était comment choisir un traitement. Donc, comme je vous disais, quand on a une compréhension physiopathologique claire et nette de ce qui se passe, par exemple, dans le diabète, quand les diabètes de type 2, les îlots de Langerhans qui fonctionnent plus, on va donner de l'insuline parce qu'ils produisent plus d'insuline. Mais ça, c'est un schéma très simple. Et pour tout le reste, c'est l'observation des populations qui permet de tirer des lois, des compréhensions. Sauf que c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Toute observation est en fait une observation subjective du fait de la limite qu'on a. Et c'est d'ailleurs comme ça que sont nées les statistiques. Et à chaque fois, vous entendrez parler en statistique de paramètres. Et en fait, paramètres, déjà, ça tient, ça apporte l'incertitude qu'on a dans ce qu'on mesure. C'est-à-dire que paramètre, mètre, c'est la mesure, et para, c'est presque ou c'est à côté. Donc en fait, le paramètre, c'est la presque mesure. C'est ce qu'on obtient quand on essaie de quantifier la réalité. Et ça a commencé à être décrit, les paramètres et les statistiques, au 18e. Et en fait, en gros, c'était
dans les expérimentations physiques et chimiques, ils se sont rendus compte que les mesures en fait fluctuaient pour un même échantillon, pour une même expérimentation, tout contrôlé. En fait, nos outils et notre humanité sont limités dans la capacité à avoir une mesure parfaite. Donc, l'intégralité de ce qu'on mesure, en fait, il n'y a aucune mesure qui soit parfaite. Devant ça, on a Ronald Fisher qui, sur la fin du 19e et la première moitié du 20e, a quand même fait pas mal avancer. Alors lui, il a surtout travaillé sur de l'agroalimentaire et il a proposé une méthode qui permet de évaluer la probabilité de validité de l'observation. Parce que ce que lui disait, c'est que quand on veut mesurer, je ne sais pas moi, on veut prendre une taille par exemple, la taille d'un être humain, en fait, il y a un ensemble de possibles de valeurs aléatoires. Et donc l'observation qu'on fait, le paramètre taille, l'observation qu'on fait, et ben en fait, elle peut être différente à chaque fois. Ça dépend de la précision qu'on a, ça dépend de l'outil qu'on utilise, ça dépend des conditions de mesure. Parce que si je suis pas tout à fait les pieds contre le mur, que c'est pas une toise, mais qu'en fait c'est un mètre qu'on tire du bas vers le haut, si jamais j'ai mes chaussures, si jamais je sais pas, c'est quelqu'un qui a des cheveux très épais, enfin voilà, il y a beaucoup de variations. Et donc il a proposé le fameux petit p dont on a tous entendu parler, qui est en fait une mesure de la probabilité de validité de l'observation. Et je vous reparle un petit peu du petit p après. Et donc, en fait, les statistiques, au fond, comme je vous disais, elles existent parce que nos sciences, nos mesures et toutes les compétences qu'on a sont limitées et imparfaites. J'ai pris l'exemple de la taille, mais en fait, on pourrait prendre même les mesures les plus précises qui puissent y exister en physique, et ben en fait, elles sont imprécises, elles sont imparfaites. Et quand on parle d'imperfection, ben en fait, la mesure des êtres humains, ben, c'est particulièrement aléatoire à prendre en compte. Et dans le sujet qui nous intéresse, hein, celui de la santé mentale, on sait très bien à quel point nos sujets peuvent être fluctuants. Et puis qu'il y a aussi des questions de définition. Ce qui veut dire qu'en fait, particulièrement en médecine, donc c'est beaucoup plus le cas en médecine qu'en astrophysique par exemple, les résultats dépendent de nos observations, et nos observations sont imparfaites, particulièrement imparfaites. Et donc, il y a deux manières de maîtriser cette imperfection, cette aléatoire ou quoi que ce soit. Il y a l'expérimentation, donc on contrôle très fortement les conditions dans lesquelles on va faire la mesure, et il y a l'analyse statistique, qui, elle, permet de prendre des mesures, des observations, et d'essayer d'en tirer la probabilité de véracité et de quelle manière est-ce que les mesures qu'on a sont fiables. Et les deux sont bien évidemment pas mutuellement exclusifs. Le problème, c'est que, comme je vous disais, intrinsèquement, du fait de nos outils, du fait de notre humanité, en fait, on est face à beaucoup d'incertitudes. Et donc, c'est quoi les pièges? Quelles sont ces incertitudes? On parle de biais déjà. Donc les biais, vous en avez tous et toutes entendu parler, c'est ces erreurs systématiques à chaque observation, qui sont intrinsèques à nos outils, à notre fonctionnement. Je reviens un peu plus tard sur les biais. Il y a aussi la question du hasard. Parce qu'en fait, une observation, elle est par définition aléatoire. Et l'intégralité de ce que nous, on appelle des mesures, ce sont des observations. Et le hasard peut prendre une apparence régulière ou logique. Et ça, c'est un autre piège aussi auquel il faut faire attention. Et puis aussi, bien évidemment, pareil, vous en avez tous et toutes entendu parler, il y a la causalité. On confond souvent causalité et corrélation, c'est-à-dire que si on voit deux choses qui surviennent en même temps, on a tendance à imaginer facilement qu'il y a un lien causal, alors qu'en fait, probablement pas. Le meilleur exemple qu'on a, c'est, pareil, c'est un exemple assez connu, c'est il y avait dans les études d'exposition préalable à un certain nombre de cancers, on se rendait compte qu'en fait, il y avait beaucoup de consommation de café au préalable par exemple, des cancers du poumon. Et puis en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une corrélation entre la consommation de tabac et la consommation de café, et que du coup, par voie de conséquence, on aurait pu croire que la consommation de café déclenchait le cancer du poumon, ce qui n'est pas le cas. Et ça montre bien qu'en fait, il peut y avoir des éléments qui viennent un peu rendre compliqué l'interprétation des liens de causalité. Donc ça, c'est trois pièges. Il y a les biais qui sont intrinsèques à l'être humain, il y a le hasard, et il y a les soucis de causalité. Pour les biais principaux, alors, tous les auteurs ne sont pas d'accord sur le nombre de biais, sur leur importance relative ou quoi que ce soit. Moi, je vous ai mis les plus courants, ceux qui nous intéressent en tout cas.
qui permettent d'avoir un peu une idée des difficultés. Donc, il y a le biais de sélection qui est aussi appelé le biais d'indication. Et en fait, ça, c'est le problème de la sélection des individus. Ça, c'est relativement clair, en fait. Si jamais, moi, dans ma passion, imaginons, je travaille en cabinet, je ne m'occupe que de gens qui sont jeunes, blancs, plutôt des hommes, allez savoir pourquoi, mais plutôt des hommes, et qui ont seulement un certain type de problème, du fait de, par exemple, ma manière de pratiquer, en fait, je sélectionne volontairement ou involontairement ma patientèle. En fait, l'impression que j'ai d'efficacité de certaines thérapeutiques par rapport à d'autres dépend très probablement de la sélection de tous ces patients initialement. Et de la même manière, quand on travaille en secteur ou quand on travaille aux urgences ou quoi que ce soit, il y a un énorme biais de sélection parce que les patients qu'on voit aux différents endroits ne sont pas les mêmes. Et donc les conclusions qu'on peut en tirer ne seront pas les mêmes non plus. La solution à ça, c'est la randomisation, c'est-à-dire que quand on inclut des patients dans les études, on les attribue aléatoirement d'un côté ou de l'autre, ce qui permet de ne pas sélectionner volontairement, parce qu'avec un sens clinique approprié, avec de l'expérience et ainsi de suite, on arrivera en fait probablement à sélectionner le bon médicament pour le bon profil, même si c'est inconscient. Et donc en fait, la randomisation permet d'éviter ça. Il y a le biais de mesure aussi. Donc ça, c'est relativement logique. J'en parlais tout à l'heure quand on mesure la taille. Si on essaie de mesurer la taille avec, je ne sais pas moi, des longueurs de main, par exemple, plutôt que de prendre une toise ou plutôt que de prendre un outil plus adapté, en fait, ce sera compliqué. Déjà, d'être certain de la quantité de longueur de main nécessaire, de quelle est la longueur de la main initiale, voilà, de tout un tas de choses. Donc, ça nous intéresse tout particulièrement, nous, en santé mentale, parce qu'on utilise beaucoup des questionnaires, des auto ou des hétéro-questionnaires. Et en fait, selon la question qu'on se pose, selon l'élément qu'on cherche à mesurer, selon l'observation qu'on veut faire, les outils ne seront pas les mêmes. Parce qu'ils ne sont pas forcément validés dans les mêmes populations. Est-ce qu'en fonction de l'âge de la personne, en fonction d'un certain nombre de choses, il faut vérifier, par exemple, si on veut évaluer les idées suicidaires, est-ce que une BDI, par exemple, est suffisante, où il n'y a pas beaucoup d'items sur la suicidalité. C'est ce genre de questions. Mais ça ne concerne pas que la santé mentale, c'est le cas absolument partout. Est-ce que, par exemple, il y a eu un questionnement en réanimation pendant un temps, ça ne se fait plus, mais ils posaient des cathéters pour la mesure centrale de la pression artérielle. Et puis ils se sont rendus compte que ce n'était pas idéal, qu'en fait les patients mouraient plus. Mais donc voilà, la question c'est est-ce qu'on prend en fait la mesure au bras, est-ce qu'on la prend en centrale, est-ce qu'il y aurait d'autres manières, est-ce que c'est précis, est-ce que c'est fiable, voilà. Donc ça c'est vraiment les difficultés avec la mesure. Il y a aussi le biais de confirmation. Ça, c'est parce que quand on donne un traitement, on a une idée un petit peu de ce à quoi on s'attend. Que ce soit nous en tant que soignants, et donc on peut indicer un peu les patients, mais aussi les patients. Quand ils savent ce qu'ils prennent, ça peut avoir une influence sur l'efficacité du traitement. Et la solution face à ça, c'est l'aveugle. Donc, c'est-à-dire que la personne qui est inclue ne sait pas si elle reçoit ou non le traitement. Elle avale un comprimé tous les jours, mais elle ne sait pas si elle a ou pas le traitement. Et donc, c'est plus compliqué d'avoir un biais de confirmation. Là-dessus, il faut faire attention aux effets indésirables, parce que si on fait, je ne sais pas moi, kétiapine contre placebo, en fait, la personne qui prend la kétiapine, même si on ne lui a pas dit si elle la prenait ou pas, elle le saura très vite, parce que le placebo ne sédate pas comme la kétiapine. Donc, il faut faire attention à l'aveugle, bien évidemment, mais l'aveugle est une réponse au biais de confirmation. Il y a le biais de confusion, donc ça c'est la question de corrélation et causalité. Donc je vous ai déjà fait le petit exemple juste avant, et là la solution c'est soit la randomisation, soit une expérimentation vraiment réfléchie autour de la minimisation du risque de confusion, la diminution des biais de confusion. Il y a des analyses statistiques aussi derrière qui permettent de corriger le risque de biais de confusion, mais il faut vraiment se méfier de cette question de corrélation et de causalité. Donc ça, c'est sur la mesure. Enfin, sur la mesure, c'est sur l'organisation de l'étude. Et après, derrière, par contre, quand vous lirez des articles, quand vous ferez des revues de littérature, il faut se poser la question du biais de publication. Parce que ça, c'est pas très compliqué. Les laboratoires, par exemple, quand ils font des études sur des nouveaux médicaments, imaginons qu'ils font 5 études, il y en a 3 positives, 2 négatives, en fait, ils vont peut-être pas publier les 2 études négatives. Il y a des registres des registres d'études en cours, d'études faites qui existent auprès de la FDA, par exemple, ou quoi que ce soit, et qui permettent d'estimer, alors bon, c'est compliqué d'être certain à 100%, mais d'estimer
les études non existantes. On parle de littérature grise d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'on verra un petit peu après dans la critique des méta-analyses, entre autres, ou des revues systématiques de littérature. On peut critiquer ce genre de travaux quand ils ne font pas la recherche de la littérature grise, ce qui rend le travail plus compliqué, on ne va pas se le cacher, mais c'est important de garder en tête que tout ce qui est publié n'est pas tout ce qui est étudié, mesuré ou quoi que ce soit. Donc voilà pour les biais principaux. Et donc on en arrive, je vous ai déjà évoqué un petit peu avant la question du petit p, et on arrive justement sur ça, parce que vous en avez beaucoup entendu parler, c'est quelque chose qui est assez hégémonique dans les statistiques, et c'est en effet, ça a été une révolution absolue dans la compréhension du monde, pas que dans les études en santé, mais vraiment dans la compréhension du monde, les statistiques, le petit p, et ainsi de suite, mais c'est surutilisé et on lui donne trop de pouvoir à ce petit p, parce que on connaît tous la valeur du 0,05. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que le petit p, qui est donc, comme je vous disais, une estimation de la probabilité de véracité de ce qu'on mesure, on pourrait dire, en fait, qui, en fait, le petit p, donc le 0,05%, enfin les 95%, c'est de dire, quand j'ai un petit p inférieur à 0,05%, il y a au moins 95% de chances que ce que j'observe n'est pas lié au hasard. Et si on est à 0,01, bah en fait, on a 99% de chance, et ainsi de suite. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que ce cut-off, cette limite des 5%, du 0,05, elle est complètement arbitraire. Elle n'a rien de scientifique. Ça a été une décision, en fait, un consensus, on pourrait dire une construction sociale presque, on pourrait dire, si on veut être un peu provocateur. Et pourquoi ce ne serait pas 0,04 ou 0,07 bah, peut-être parce que le 5, c'est plus joli, hein, et peut-être parce que 95% c'est assez satisfaisant, mais pourquoi pas 96 ou 94? Bon, bref. En tout cas, le petit p est une décision. La valeur qu'on utilise actuellement, le cutoff pour le petit p, c'est exclusivement arbitraire. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il y a une décision qui a été prise? Parce que au tout début, le petit p, je vous ai parlé de Ronald Fisher peu avant, le petit p, il était utilisé juste pour informer de la probable précision ou du risque, enfin, du risque d'observation liée au hasard. Et donc, c'était utilisé sur des échantillons de grains dans de l'agricole. Et sauf que ça suffit pas. Il y a dans les études qui sont faites en médecine, on a besoin de décider à partir de quel moment on est assez confiant dans notre résultat pour dire que c'est efficace ou pas. Et ça, c'est deux autres auteurs, Neymar et Pearson, qui un peu plus tard, au début du XXe, ont décidé de proposer ce cut-off-là. Donc en fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que le 0,05, qu'on encense comme bon, voilà, c'est prouvé, c'est certain ou quoi que ce soit, bah, c'est pas le cas. C'est une décision. C'est vraiment une décision de dire, vu que mon petit p est inférieur à 0,05, j'affirme que dans une marge d'erreur acceptable, mon traitement est efficace. Mais c'est vraiment ça la réflexion. C'est pas juste prouver, pas prouver. Et ça, c'est une première chose à garder en tête. La deuxième, c'est que le petit p, le 0,05, c'est une valeur qui vaut la peine pour les objectifs principaux des études. Parce que j'en parle relativement peu dans cette présentation, mais la puissance, donc la taille de l'échantillon, la variabilité, la variance des résultats et la taille d'effet attendue, nous donne une étude, et donc en fait les tests statistiques ne seront vraiment euh, euh, on arrivera vraiment à leur faire confiance que pour répondre à cette question-là. Et donc tous les secondary outcomes manquent de puissance. Il faut partir de ce principe-là, que c'est en gros des pistes exploratoires. On ne peut pas vraiment, même dans les expérimentations, avoir la puissance, l'effectif, et ainsi de suite, qui permettent d'affirmer la preuve de quoi que ce soit en secondary outcome. Et ce qu'il faut garder aussi en tête, c'est que plus on fait de tests statistiques, donc de petit p, plus on fait de mesures du petit p dans une même étude, et plus on risque de se tromper. C'est-à-dire que le risque de se tromper est de 0,05, enfin on met le cutoff à 0,05 quand on fait un test. Si on en fait un deuxième, et alors il y a des abacs, il y a des propositions, mais l'idée ce serait de dire, au lieu d'accepter 0,05, on accepte 0,01 pour les deux tests. Si on en fait 3, c'est 0,005 par exemple. Histoire de diminuer le risque
d'évaluer à tort que nos résultats ne sont pas liés au hasard. La puissance, comme je vous disais, parce qu'on en entend souvent parler, en fait, la puissance, c'est un calcul qui dépend de la taille de l'échantillon, de la variabilité des mesures et de la taille d'effet. La taille d'effet, j'en parle juste après. Mais c'est à garder en tête. Il y a beaucoup d'études qui affirment à tort des résultats alors qu'il y a des manques de puissance. Un petit point, tant que j'y suis, parce on utilise beaucoup le petit p, et il y a aussi, on voit traîner aussi les intervalles de confiance, en général à 95%. J'en parle là sur cette diapo qui évoque le petit p pour la simple et bonne raison que il y a des gens qui pourraient estimer que c'est la même chose, alors qu'en fait, pas tout à fait. L'intervalle de confiance à 95%, parce que c'est comme ça qu'on l'utilise en général, en gros, c'est si on faisait 100 études, 95% des résultats seraient inclus dans les bornes que précise l'intervalle de confiance à 95%. Donc, ça estime aussi la précision. Le petit p, il dit juste, ça a l'air aléatoire ou ça n'a pas l'air aléatoire. L'intervalle de confiance, il vous dit à quel point c'est précis. Donc, en fait, il y a un peu plus d'informations dans un intervalle de confiance que dans un petit p. Et ça permet aussi d'estimer la taille de l'effet. Parce que le petit p, il dit juste, OK, c'est pas le hasard, mais il nous dit pas si l'amélioration sur, je sais pas moi, toujours une BDI est de 1 point ou de 10. Ça, on n'en sait rien. Alors que l'intervalle de confiance va vous donner un intervalle chiffré, donc ça dépend de ce que vous mesurez, hein. Ça peut être des chiffres de tension artérielle, ça peut être des pourcentages, ça peut être des valeurs numéraires comme sur les échelles psychométriques, mais on a cette information-là aussi dans l'intervalle de confiance. Et du coup, l'intervalle de confiance, si vous en avez un, il n'y a pas besoin de faire un petit p, parce que les deux vous informent sur le risque d'être dans la surinterprétation des résultats et que ce soit en fait lié au hasard ou pas. Je vous ai évoqué la taille d'effet juste avant, c'est-à-dire que quand on a un petit p, quand on a un résultat statistiquement significatif, on ne peut pas s'arrêter là, parce que il faut savoir qu'est-ce qui est statistiquement significatif. Votre petit p, vous êtes content, contente, il est à 0,01, vous dites OK, c'est pas lié au hasard. Mais qu'est-ce qui n'est pas lié au hasard? Je reprends l'exemple de juste avant. Est-ce que sur votre BDI, est-ce que l'amélioration non liée au hasard, elle est de 1 point ou de 10? Et ça, c'est la taille d'effet, en fait. Et la taille d'effet, il y a deux grands éléments quand on parle de taille d'effet. Il y a l'absolu et il y a le standardisé. Donc la taille d'effet absolue, c'est le nombre de points sur une BDI, par exemple, ou un pourcentage de répondants. 2% de répondants à un traitement, c'est une taille d'effet bien inférieure à 10 ou 20 ou 50% de répondants. Il y a le nombre de points de moins sur une échelle ou de plus sur une échelle selon dans quel sens elle est. Enfin voilà. Vraiment, la taille d'effet absolue, c'est une quantification en nombre, soit sur la mesure, soit sur le nombre de personnes qui répondent, de l'effet. Et puis souvent, quand on parle de taille d'effet, on parle de la taille d'effet standardisée, donc c'est le petit d de Cohen. C'est une formule qui permet de contrôler sur la variance qui est, pour faire très bref, la variance, c'est une proportion à fluctuer par rapport à la médiane, pour faire très très bref. Et donc le petit d de Cohen, pour garder globalement en tête, il va de 0 à, il peut dépasser 1, et on estime la taille d'effet à faible quand c'est inférieur à 0,4, médium quand c'est entre 0,4 et 0,7, et haut quand c'est supérieur à 0,7. Mais il n'y a pas besoin du petit d de Cohen pour estimer la taille d'effet. Je répète, la taille d'effet absolue est centrale. Si vous avez une étude qui dit c'est parfait, on a un petit p qui est très 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 bas, on a montré que notre nouveau médicament est fabuleux dans la dépression, allez regarder de quelle manière il est fabuleux. Est-ce que c'est une amélioration de 3 points sur la BDI ou de 10 points? Un petit p significatif sur une amélioration de 1 point pour 2 semaines de traitement, 1 mois de traitement, 3 mois de traitement, ça vaut quand même vachement moins la peine que si c'est de 10 points. Dernier élément sur la tête. Je voulais juste te redire, on voit le D de Cohen, nous au niveau analyse aussi, on voit beaucoup le G de Edge. Je ne sais pas si qui est la même mesure de taille d'effet standardisée, mais pour petit échantillon. On le voit beaucoup, enfin dans pas mal de données, en pharmaco, quand il y a parfois des échantillons un peu plus un peu plus restreint, un peu plus réduit. On a le G de Edge, qui est vraiment l'équivalent du D de Cohen.
mais avec finalement un peu corrigé au niveau qui est une version corrigée du dé de Cohen. Voilà, c'était juste une autre. Si on voit le G de Edge, c'est l'équivalent du dé de Cohen, quoi. Super, merci. Je ne l'avais pas inclus en effet. Parce que sur l'intégralité des tests que je vous présente là, il y a toujours des questions de est-ce qu'ils sont applicables en fonction de la taille des échantillons. Ce n'est pas forcément quelque chose que j'ai prévu là, parce que normalement, si vous avez êtes en train de développer un protocole, vous avez un statisticien ou des sites internet pour répondre à ces questions-là. C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas les inclure. Mais c'est vrai que c'est important, si jamais vous lisez des articles et que vous voyez le G de Edge, de savoir un peu à quoi ça correspond. Et pour finir sur la taille d'effet, il y a aussi le NNT et le NNH. Donc, c'est le nombre de personnes. Le NNT, c'est Number Needed to Treat et NNH, Number Needed to Harm. Donc, ça concerne les effets attendus des médicaments pour le NNT, le nombre de patients nécessaires à traiter pour avoir un effet positif, et le NNH, le nombre de patients nécessaires à traiter pour avoir un effet secondaire. Donc, ça, c'est pas compliqué. Quand vous allez sur une fiche du Vidal, par exemple, et que vous avez les effets secondaires, ils sont classés par fréquence des effets secondaires, donc 1 sur 10, 1 sur 100, 1 sur 1000. Et en fait, ça, c'est le NNH, c'est le number needed to harm. Donc, en gros, si jamais il y a un médicament qui fait des effets secondaires graves, mais qui sont très très rares, vous allez avoir un NNH qui est bas, enfin haut plutôt, parce que c'est un compte du nombre de personnes qui doivent prendre le médicament avant que cet effet apparaisse. Et ça aussi, ça permet d'avoir une idée un petit peu. Un médicament qui améliore très fortement la BDI, par exemple, et qui est statistiquement significatif, bah, en fait, si c'est le cas, mais que pour améliorer une personne, il faut en traiter 2000, bah, en fait, ce ne sera pas la même chose que si quasiment tout le monde est répondant. Et ça se reflète dans le NNT. Donc voilà, globalement, pour les statistiques de manière globale, les billets, le petit p, la taille des faits, et là, on va attaquer les explications un peu sur les études observationnelles. Donc, ça, peut-être que je vais recouper un peu avec la précédente présentation que vous avez eue. J'ai pas pu récupérer la présentation, mais voilà, j'espère que ça n'empiétera pas trop sur ce que vous avez déjà vu. Donc déjà, sur les études observationnelles, il y en a deux grands types. Il y a les prospectives et les rétrospectives. Les prospectives, elles sont très chères à mettre en place parce qu'en fait, il faut du personnel pour relancer les patients, pour voir les patients, pour récolter les données au fur et à mesure. Mais l'avantage, c'est qu'elles sont très riches en données et les hypothèses sont quasiment tout le temps. En fait, c'est plus difficile de réinventer des hypothèses au fur et à mesure parce que quand on dépose le protocole, les hypothèses sont statuées avant la survenue de l'événement. Donc, si jamais on veut surveiller l'arrivée, je ne sais pas moi, d'infarctus du myocarde ou, en ce qui nous concerne, de rechute d'une bipolarité, mais en fait, on le dit avant. C'est pas, on va aller regarder dans les observations, puis on va dire, oh bah, on remarque quand même qu'il y a des rechutes de bipolarité, mais pas que, il y a peut-être plus aussi de tel élément, donc on va peut-être faire des analyses là-dessus. Et comme je vous ai dit, le problème, c'est que derrière, ça manque de puissance dans ce genre de cas. Alors que les études prospectives, on affirme les objectifs et on récolte les données et les hypothèses sont statuées dès le début, donc c'est plus compliqué de magouiller sur les tests qu'on fait et les éléments qu'on récolte. Euh, mais c'est très cher et c'est très intensif en personnel. Il y a les études rétrospectives aussi. Donc, ce qui est important à garder là-dedans, c'est qu'il y a un énorme biais, un risque de biais de confusion parce que on manque de données, donc on n'est pas tout à fait certain que ce qu'on observe est vraiment, il y a des liens de causalité, hein, c'est beaucoup de corrélation. Et puis il y a aussi un énorme biais de mémoire parce que, par exemple, si on fait une étude rétrospective en allant voir dans les dossiers, ben en fait, tout n'est pas noté, tout n'est pas clairement noté. Il y a des trucs qui sont perdus. Et puis, si on demande aux gens, ben, ils ne se souviennent pas toujours. Il y a des études qui ont été faites là-dessus. Et de mémoire, il y a quelque chose comme à 1 an, les gens se souviennent à 90% à peu près des traitements qu'ils ont pris. Et à 5 ans, on descend à moins de la moitié. Donc, en fait, il y a un énorme biais de mémoire sur le rétrospectif. Mais analyser correctement, ça peut permettre d'obtenir des réponses qu'on ne peut pas avoir par ailleurs, qu'on ne peut pas randomiser. Par exemple, quand on prend les bases de données nationales, elles sont certes biaisées parce qu'on n'a pas l'intégralité des données, parce qu'il y a des biais de confusion importants, on n'a pas tout mesuré, mais en fait, on ne pourra jamais faire d'études randomisées contrôlées avec des échantillons de la même taille, par exemple. Donc, faut pas non plus partir du principe que les études rétrospectives, c'est à jeter. Ça peut être très utile, ça peut faire des choses que les autres études ne peuvent pas faire, mais il y a beaucoup de biais. Et donc l'observationnel par rapport à l'interventionnel, ben, c'est moins cher.
Et je l'ai mis dans les bénéfices, c'est plus souvent pris avec méfiance, ce qui est une bonne chose parce que souvent les études interventionnelles sont moins prises avec de la nuance parce que c'est considéré comme plus efficace, plus statistiquement significatif et donc il y a peut-être moins de nuances dans l'interprétation des résultats. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est un bénéfice quand même de se méfier de l'observationnel. Il y a même des études qui ont montré que probablement quand on prend toutes les études observationnelles, donc des études d'études, hein, là on est sur des trucs de stateux, hein, mais ça permet de montrer que en général les études observationnelles on sous-estime l'efficacité là où dans les interventionnelles on surestime probablement. Et ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est que souvent l'observationnel nous permet de donner des idées pour ensuite faire des études randomisées contrôlées. C'est dans l'observation de la population qu'ensuite on se dit, ah bah là on a un doute sur la causalité de ce qu'on observe, et ben on va faire du randomisé contrôlé pour mitiger les biais dont je vous ai parlé au début. En 2 mots, les méta-analyses, parce que pareil, on en entend beaucoup parler, c'est une étude d'études. On rassemble des données de plusieurs études, on rassemble des échantillons, on rassemble des résultats. Et on pourrait dire, c'est un peu une étude observationnelle d'autres études qui doivent s'appuyer sur des revues systématiques. Je l'ai mis en gros, hein, c'est vraiment très important, mais si vous voyez une méta-analyse qui ne précise pas clairement dans sa méthodologie à comment ils ont été systématiques, ben en fait, probablement qu'ils ne le sont pas assez ou pas du tout, et auquel cas la méta-analyse vaut pas grand-chose. Les méta-analyses, en général, c'est considéré comme la fin du game, mais en fait, c'est pas vraiment le cas parce qu'il y a je vous ai parlé du billet de publication au début de la présentation, et en fait, la méta-analyse est très 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 sensible euh, au billet de publication. C'est-à-dire qu'on ne peut pas observer des choses qui n'ont pas été publiées. On ne peut pas observer des études. Je vous disais, c'est des études observationnelles d'études, un peu les méta-analyses. Ben, on ne peut pas inclure des études non publiées. Alors, c'est vrai et c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font des méta-analyses, qui font l'effort de vérifier les bases de données des protocoles, de contacter les laboratoires, de récupérer les résultats et de les intégrer. Mais c'est très rare. Et l'autre difficulté qu'on a dans les méta-analyses, c'est que c'est très hétérogène entre les études sur la durée, la méthode, la qualité de l'échantillon, la mesure même, parce que, je ne sais pas moi, une méta-analyse où on regarde l'effet de la paroxétine, bah, imaginons il y a une étude qui a utilisé la BDI, une autre la HDRS, une autre, je ne sais pas trop quel marqueur, enfin, c'est aussi une des limites qu'on peut avoir très facilement dans les méta-analyses. J'ai mis un petit point sur les méta-analyses en réseau, les network meta-analysis. Et en gros, ce qu'ils disent, c'est si jamais on a une étude qui compare, je sais pas moi, les citalopram au placebo, et qu'on a une autre étude qui compare les citalopram, les citalopram à la paroxétine, bah en fait, par transitivité, on peut estimer la comparaison entre le placebo et la paroxétine. Donc, il y a des en psychiatrie, il y a Cipriani qui publie des très très grosses méta-analyses en réseau sur les antidépresseurs. Il faut vraiment, vraiment, vraiment se méfier de la fiabilité des résultats et de à quel point on peut en tirer des conclusions. C'est super intéressant, c'est vraiment très intéressant, mais en fait, l'analyse en tant que telle et le fait de postuler qu'il y a une transitivité entre, là, dans mon exemple, entre la paroxétine et le placebo, juste parce qu'on a des études qui comparent les uns aux autres, bah, c'est vraiment, vraiment, il faut le prendre avec nuance. Un dernier point à dire à propos des méta-analyses, c'est que à effectif équivalent, une étude randomisée contrôlée sera toujours plus fiable qu'une méta-analyse. Toujours. Parce que les méta-analyses, comme je vous ai dit, ce n'est pas les mêmes échantillons, ce n'est pas les mêmes mesures, ce n'est pas les mêmes patients, ce n'est pas les mêmes traitements, des fois, pas les mêmes posologies. Donc, quelque chose de plus contrôlé, une RCT, et à échantillon équivalent, à taille d'échantillon équivalent, supérieur à une méta-analyse. En conclusion, ce qu'il faut garder en tête quand vous lisez des études, il faut toujours, toujours, toujours chercher les billets. Est-ce qu'ils ont été adressés? Est-ce qu'ils ne l'ont pas été? Est-ce que c'était faisable? Est-ce que ça ne l'était pas? Il ne faut pas se fier uniquement à des petits P. Les intervalles de confiance peuvent donner des informations. Le petit P, c'est juste une décision au final de est-ce que c'est statistiquement significatif ou pas? Et derrière, il y a la question de la taille des faits, qui peut être absolue ou relative, mais qui nous informe très fortement. Il ne faut pas sous-estimer les apprentissages tirés de l'observationnel, parce que, comme je vous disais, on ne peut pas toujours faire des RCT sur tous les sujets, et en plus de ça, c'est souvent en avance sur des idées de résultats.
C'est-à-dire qu'on observe des choses qu'on va derrière valider dans des RCT. Mais bon, comme évidemment je l'ai dit, il faut toujours se méfier de tout ce qu'on voit. Et pour finir, les méta-analyses qu'on voit très souvent, en fait, ça peut résumer un champ d'études en cours d'évolution. Donc ça permet de statuer sur où est-ce qu'on en est et donner des idées sur comment continuer à explorer le sujet avec d'autres RCT. Ou alors, ça peut permettre si on est sur un sujet qui probablement il n'y aura pas plus de recherche, on est un peu arrivé au bout, quoi que ce soit, de faire un résumé de ce champ d'études-là. Mais c'est jamais complètement définitif. On ne peut pas se dire, bon, bah voilà, ils ont tout dit à propos de ce sujet grâce à la méta-analyse. Non, ça ne peut pas permettre de clore un chapitre. Et surtout, il faut garder en tête, à effectif équivalent, à taille d'effectif équivalent, c'est toujours la RCT qui gagne. Voilà globalement ce que j'avais à vous dire. J'espère que j'ai été clair et que je ne vous ai pas trop assommé. Je voulais volontairement ne pas mettre de formule ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, ça, vous trouverez tout dans les logiciels, vous aurez des gens pour répondre à vos questions. C'était l'objectif de vous aider un peu à comprendre pourquoi on fait les stats, comment c'est apparu et pourquoi on fait ce qu'on fait. Super, merci. Moi, tu m'as presque réconcilié avec les stats. Donc, c'est quand même pas En mal. fait, c'est des c'est des questionnements que je trouve vraiment intéressants. Et le truc, c'est que derrière, il y a la question de quelle statistique il faut faire, quelle formule il faut utiliser, est-ce qu'on fait un qui 2 un machin, un truc. Et en fait, ça, c'est la partie chiante des stats. Quand on rentre dans le côté un peu plus matheux, un peu plus. Mais en fait, l'analyse d'une étude, ou même penser une étude pour la mettre en place, c'est très intéressant. Quand on réfléchit comme ça en billet, qu'est-ce qui pose problème, qu'est-ce qu'on veut montrer. Et en fait, c'est ça le cœur des stats. C'est pas les maths. Hein. Enfin, c'est pas les maths. Il nous faut des matheux, mais c'est pas notre travail, vraiment. Et d'ailleurs, le cœur du master, si jamais un jour il vous prend l'envie de faire le master que j'ai fait et que euh, Antoine a fait, il n'y a quasiment pas de maths dans ce master-là. C'est vraiment de la méthodologie. Est-ce qu'il y a des questions dans les quelques personnes qui restent autour de la table, j'allais dire, mais Déjà, merci. Juste, vous m'entendez? oui. Oui. Quand tu dis à taille équivalente, la RCT est supérieure à la méta-analyse. Quand tu dis taille équivalente, c'est bien sur le nombre de sujets inclus. Sur si tu as 500 patients dans ton étude randomisée et si tu en as 500 dans la méta-analyse. Oui, tout à fait. En fait, Enfin, en gros, la méta-analyse, imaginons ta méta-analyse, elle prend 5 études qui ont chacune 100 patients. ouais, c'est ça. Tu as un effectif total de 500. Et Mm. en général, l'avantage des méta-analyses, c'est que justement, tu regroupes des échantillons qui sont compliqués à rassembler dans des études individuelles. Mais si, imaginons, tu as une méta-analyse de 5 études de 100 personnes pour un échantillon de 500 et que derrière, il y a un auteur qui se dit, bon, vas-y, je vais faire moi une RCT sur exactement le même sujet, mais avec 500 patients. En fait, le résultat de la RCT sera beaucoup plus fiable parce que c'est beaucoup plus contrôlé, parce que les populations seront en fait comparables. Enfin, il n'y aura pas d'hétérogénéité dans les 5 groupes de 100 personnes parce qu'ils auront le même protocole avec les mêmes traitements, avec les mêmes mesures au même moment et ainsi de suite. Ok, ça marche, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Déjà, merci d'avoir été là parce qu'il n'y a pas grand monde. Ouais, ouais, j'espère qu'ils regarderont sur le replay. On surveillera les stats de la chaîne YouTube. Exactement, de très près. Non, mais c'est un cours qui prendra pas de ride, en vrai. Ça sera toujours Non, valable. oui, Euh, ouais. Mais je comprends, hein, quand il y a le mot stat dans un cours, ça en général, ça fait pas envie. Je comprends. non, c'est pas le. Bon, en tout cas, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, bah, on peut se dire S'il au y a revoir d'autres questions là-dessus. qui surviennent, s'il y a d'autres questions qui surviennent, n'hésitez pas à contacter Marion et Romain qui me transmettront les questions, il n'y a pas de souci. Voire qui Ouais. nous mettront en contact.
Voilà. J'en profite pour dire que le prochain webinaire, c'est, il me semble, le 27 avril, si je me trompe pas. C'est ça. Et donc, a priori, c'est moi, peut-être Romain, si j'arrive à le convaincre d'ici là, qui vous présenteront un peu les étapes de la vie d'un projet, en gros, du financement à la mise en place. Donc, voilà, les étapes un peu pratico-pratiques. Et puis, on parlera aussi de consentement des patients en psychiatrie. Euh, donc, euh, Donc voilà, je vous remercie et puis n'hésitez pas à en parler à vos collègues aussi de ces webinaires si jamais certains se posent des questions, notamment sur les stats, ils peuvent aussi retrouver le replay ou nous contacter. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.